Tout le discours occidental vise à minimiser la contribution décisive de la Russie à la victoire en Europe, la perte de 27 à 30 millions de vies. C'est bien plus que l'ensemble des autres alliés réunis. Ni les Britanniques, ni même les Américains, très peu de vies américaines ont été perdues en comparaison. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Vous voyez donc ce que je veux dire. Les guerres ont été très bénéfiques pour les États-Unis, surtout quand ce sont d'autres qui les mènent. Et c'est pour cela que les États-Unis aiment les guerres par procuration. Réfléchissez-y. Les États-Unis menaient déjà une puissante guerre par procuration. En gros, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale aussi. Avec relativement peu de soldats américains sur le terrain, tout le monde se battait. Et ils en profitaient en fournissant du matériel et en obtenant des contrats pour leur économie. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens avec l'économiste géopolitique, la professeure Radhika Desai. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, car elle est une auteure prolifique et une invitée régulière de nombreuses émissions sur YouTube. Radhika défend l'utilisation du concept d'économie géopolitique comme analyse marxiste des relations internationales pour expliquer l'émergence d'un monde multipolaire. C'est justement le sujet que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Radhika, bienvenue. C'est un grand plaisir d'être avec vous, Pascal. J'ai regardé beaucoup de vos émissions et vous faites un travail remarquable. Eh bien, c'est un grand honneur que vous disiez cela. Merci beaucoup. Et je vous ai vu dans de très nombreux podcasts, notamment avec des personnes comme Ben Norton, qui fait un travail remarquable pour décortiquer les questions géopolitiques et géoéconomiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà enseigné ou non, mais je retrouve beaucoup de ce que vous dites dans ces analyses, et vice-versa. Qu'est-ce que la géoéconomie, la géoéconomie, la notion d'économie géopolitique? En quoi est-ce différent de, vous savez, l'économie standard qu'on enseigne dans les universités, l'économie Sawin? En quoi est-ce différent du marxisme? Et en quoi cela aide-t-il à comprendre ce qui se passe autour de nous? Bien sûr. Puis-je peut-être commencer? Je reviendrai sur les deux questions que vous avez posées concernant la différence avec l'économie et la différence avec le marxisme. Mais il est peut-être préférable de commencer par expliquer en quoi elles diffèrent des relations internationales et du domaine appelé économie politique internationale, qui s'est rebaptisé économie politique mondiale vers la fin du XXe siècle. Lorsque le discours sur la mondialisation est vraiment devenu viral. Donc fondamentalement, l'économie géopolitique, comme vous l'avez justement dit, est une approche marxiste des affaires mondiales. Et donc, en ce sens, mais en même temps, c'est différent de beaucoup de ce qui passe pour du marxisme. Parce qu'une grande partie de ce qui est considéré comme du marxisme a été très fortement influencé précisément par l'économie néoclassique, qui, comme vous le savez, est apparue il y a environ 150 ans, dans les années 1870, dans les travaux de trois auteurs assez différents. Et on aurait pu penser, en partie parce qu'ils étaient, vous savez, notamment dans ces courants idéologiquement les plus radicaux, comme l'école autrichienne, qui attaquait directement le marxisme, on aurait pu penser que les marxistes auraient pris les armes et, vous savez, vaincu l'économie néoclassique. Mais à la place, ce que vous avez eu, c'est ce que Nikolai Boukharine, qui a écrit une critique intéressante de l'économie néoclassique, intitulée « La théorie économique de la classe de loisirs », reprochait à nombre de ses camarades marxistes suivre ce qu'il considérait comme une politique de réconciliation théorique. Depuis lors, on a vu émerger ce qu'on appelle l'économie marxiste. Et cela est très différent de ce que faisait Marx. Marx ne faisait pas quelque chose qu'on appelait l'économie.
L'apparition même de ce qu'on appelle l'économie, distincte de la sociologie, de la science politique, etc., est en réalité le résultat de la révolution marginaliste et de l'essor de l'économie néoclassique, qui affirmait qu'il existe un domaine séparé appelé l'économie, différent de tout le reste, comme la société, etc. Et bien sûr, Max Weber, qui a d'abord été formé à cette nouvelle forme d'économie néoclassique, a participé au célèbre Methodenstreit, au cours duquel il a pris parti pour les néoclassiques contre l'école historique, qui représentait davantage l'ancienne manière de faire les choses. Ainsi, Max Weber l'a sanctifié en disant « Vous savez, c'est une triste vérité de la vie moderne que l'activité humaine acquiert une autonomie dans différents domaines comme l'économie, la société, la politique, etc. et doit donc être étudiée par des disciplines séparées. » Et son ouvrage « Économie et société » a été le premier à séparer l'économie d'une part et la société d'autre part. Et Weber s'est exprimé en des termes très neutres, mais son véritable objectif, comme vous savez, il disait que tous ces domaines étaient différents, était d'affirmer que l'économie en particulier devait être autonome. Et pourquoi cela? Parce que c'est à peu près à cette époque que l'on commence à voir apparaître une classe ouvrière organisée, à qui il fallait dire, avant l'émergence de la classe ouvrière organisée, personne ne se souciait de l'intervention de l'État dans l'économie, car l'État n'intervenait dans l'économie que pour aider les classes capitalistes. Vous voyez? Mais maintenant, si les travailleurs allaient dire « Maintenant nous voulons des réformes qui nous favorisent », alors il fallait leur dire « Eh bien non, il ne faut pas interférer avec le fonctionnement de l'économie. » Alors, quelle meilleure théorie existait-il? Bref, vous comprenez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Marx a en fait fini par faire des compromis avec cela. Bien sûr, ils ont toujours critiqué l'économie néoclassique pour avoir ignoré l'exploitation et toutes ces choses, mais pour tout le reste, ils ont essentiellement dit que le marxisme et l'économie néoclassique pouvaient fonctionner ensemble. Et cela a donné naissance, comme je le dis, à l'économie marxiste, qui affirme que l'analyse de la valeur marxiste ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de problème de demande, que Marx s'est trompé sur la baisse des profits, et plus généralement sur les contradictions. Donc en réalité, nous avons ici un marxisme qui a perdu le contact avec l'analyse originale de Marx. Donc, c'est différent du marxisme. Maintenant, si nous abordons les relations internationales et l'économie politique internationale, les relations internationales participent à ce que j'appelle la division du travail scientifique social, dans laquelle nous étudions toutes ces choses séparément. Ainsi, nous étudions les relations internationales comme les actions politiques des États. Vous savez, de nos jours, les termes géoéconomie et géopolitique sont de plus en plus courants. Mais bien sûr, cela suppose que ces deux choses peuvent être étudiées séparément, alors qu'en réalité, il s'agit d'un tout unique, qui est l'économie politique. Et lorsque vous l'observez à l'échelle internationale, je parie que nous devrions l'appeler économie géopolitique. C'est donc ce que nous étudions. Et une dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est qu'en plus d'avoir divisé l'étude de la société en disciplines séparées, un autre tort a été causé avec l'avènement des sciences sociales modernes. Nous avons perdu l'habitude de penser historiquement, c'est-à-dire penser le changement, comment le monde a changé. Ainsi, les sciences sociales ont tendance à éterniser le moderne, c'est-à-dire le système social capitaliste. Ce qui fait que nous ne cherchons jamais à savoir comment il évolue. Le capitalisme est plus ou moins toujours le même. La société est la même. La société moderne est la même, etc. Et je pense donc que, par conséquent, nous ne pouvons pas y réfléchir. Les relations internationales, en tant que participants à cette division du travail scientifique social, ne s'intéressent qu'aux relations entre États, au lieu d'examiner la base matérielle sous-jacente de ces relations.
L'économie politique internationale est apparue à l'origine. La raison en était, elle a émergé dans les années 1970, et la raison était qu'il existait une séparation artificielle entre l'économie et la politique, et qu'ils allaient les réunir. Mais en réalité, ils n'ont jamais réussi à le faire. Ils ont donc essentiellement adopté l'explication néoclassique de l'économie, selon laquelle l'économie mondiale, l'économie capitaliste, fonctionne de manière harmonieuse et merveilleuse, et nous finissons par dominer le monde. Le monde est plat, blabla, et ainsi de suite. Ce type de compréhension demeurait fondamental, et la politique n'était introduite que lorsqu'il s'agissait d'expliquer pourquoi les choses allaient mal. Ainsi, la politique était perçue comme une interférence avec l'économie, quelque chose qui ne devait pas être toléré, qui n'était pas souhaitable, et en fin de compte, qui était vaine. Vous savez, on peut même se référer aux arguments d'Albert Hirschman. Perversité, futilité, danger. Si la politique interfère, les résultats seront pervers, ou cela ne fonctionnera pas, ou cela créera de nouveaux dangers. C'était donc le type de discours que l'on retrouvait également dans l'économie politique internationale. Et bien sûr, les relations internationales, de manière générale, partent également du principe d'une économie mondiale et d'économie nationale fonctionnant sans heurts. Il ne vous reste donc plus qu'à essayer de comprendre pourquoi les États interviennent. Cela est particulièrement évident, bien sûr, dans le modèle libéral, mais je doute même que le modèle réaliste puisse réellement fonctionner, car il ne prend pas en compte les intérêts matériels. Et un dernier point que je voudrais aborder avant d'expliquer ce que fait l'économie géopolitique, c'est qu'en conséquence, en partie, à cause de la politique de réconciliation théorique avec l'économie néoclassique, on dit que Marx n'a théorisé que la relation entre les classes et a considéré que les classes étaient les seuls agents de l'histoire. Mais en réalité, si l'on regarde Marx, et je l'ai fait à de nombreuses reprises, je l'ai souligné, il considérait que les classes et les nations étaient côte à côte des agents de l'histoire. Il pensait également que l'exploitation d'une classe par une autre devait être comprise parallèlement à l'exploitation d'une nation par une autre. Ainsi, toute compréhension précise, et certainement toute compréhension marxiste, des relations internationales à l'ère du capital, depuis les débuts du capitalisme, doit être fondée sur une compréhension de l'impérialisme. Mais, bien sûr, une grande partie du marxisme occidental s'est révélée incapable de l'impérialisme. Parce que il suppose, vous voyez dans la compréhension de Marx, que l'impérialisme naît des contradictions du capitalisme. Pour gérer ces contradictions, les États peuvent faire deux types de choses. Ils peuvent gérer le capitalisme au niveau national de différentes manières, le réguler, le renflouer, toutes ces choses, et ils essaient d'externaliser les coûts des contradictions du capitalisme sur des territoires subordonnés, qu'ils soient formellement indépendants ou non. Ainsi, l'impérialisme doit donc être placé au centre. Mais vous verrez qu'il n'est pas au centre des relations internationales, il n'est pas au centre de l'économie politique internationale, etc., quelle que soit la version de ces disciplines que vous considérez. Ainsi, l'économie géopolitique cherche à corriger à la fois le marxisme et les discours dominants des relations internationales et de l'économie politique internationale, afin d'aboutir à une compréhension plus précise dans laquelle l'impérialisme occupe une place centrale. Et il y a un autre point. Bien sûr, la domination n'est jamais acceptée de bon gré par ceux qui sont dominés. Ceux qui peuvent résister, résistent. Il ne s'agit donc pas seulement de l'impérialisme, mais aussi de la dialectique entre l'impérialisme et l'anti-impérialisme, dont la substance est en réalité le développement économique. Parce que l'impérialisme, essentiellement, parce qu'il cherche de diverses manières à imposer les coûts de la gestion des contradictions du capitalisme central sur des territoires subordonnés,
leur refuse ainsi la possibilité de se développer. Mais là où les pays le pouvaient, ils ont résisté. Si l'on regarde l'industrialisation de l'Allemagne, des États-Unis et du Japon, derrière des barrières protectionnistes via des États développementalistes, etc., cela était compris à l'époque par des théoriciens comme Friedrich List, Henry Carey, etc., comme nécessaire dans un monde dominé par la suprématie industrielle britannique. Si vous souhaitez industrialiser votre pays dans un monde où la Grande-Bretagne industrielle domine déjà, vous ne pouvez pas le faire sans protéger votre pays. Ainsi, cette industrialisation a donc été, vous savez, le premier exemple d'une telle industrialisation, mais ils ont pu suivre une voie capitaliste d'industrialisation parce qu'il restait encore des territoires à conquérir, à subordonner, et bien sûr, la compétition impériale pour les territoires a finalement mené à la Première Guerre mondiale, une grande crise de l'impérialisme ainsi que du capitalisme. Mais par la suite, il n'est pas surprenant de voir la première tentative socialiste d'industrialisation sous la forme de l'Union soviétique, car à ce moment-là, le développement capitaliste n'était plus possible pour ces pays. Et il n'est pas surprenant qu'à l'exception de cas comme la Corée du Sud et Taïwan, qui sont des États de première ligne pour l'Occident contre le communisme et ont donc bénéficié d'un traitement spécial, les seuls pays qui ont pu atteindre des niveaux de développement comparables, des niveaux de confort matériel comparables pour leur population, aient été des pays socialistes comparables à l'Occident, c'est-à-dire l'Union soviétique à son époque et bien sûr la Chine aujourd'hui, qui en est encore loin, mais qui s'en approche néanmoins. Ainsi, l'économie géopolitique considère donc comme moteur des relations internationales capitalistes, ou ce que Marx, en fait, dans une expression magnifique, appelle les relations des nations productrices. Les relations des nations productrices. Il ne dit pas les relations des nations capitalistes parce qu'il se rend bien compte qu'il existe encore de nombreux pays qui ne sont pas capitalistes. Et il a également, comme nous le savons, envisagé la possibilité que certains pays puissent devenir socialistes sans être pleinement capitalistes. Ainsi, les relations entre nations productrices, la meilleure façon de les comprendre est de comprendre le capitalisme, la logique de l'impérialisme et la résistance anti-impérialiste. Et c'est là le cœur de la manière dont nous devrions, c'est le noyau théorique de la manière dont nous devrions comprendre les relations internationales à l'ère du capital. Mais on ne le voit pas dans les relations internationales, on ne le voit pas dans l'économie politique internationale, ni même dans la plupart de ce qui se présente comme du marxisme. Et c'est donc question de l'économie géopolitique. C'est très intéressant. Et par impérialisme dans ce sens, vous ne parlez pas seulement des empires classiques, comme vous savez, la version britannique avec la couronne qui accorde ensuite ses fiefs, et en gros, une version évoluée du féodalisme. Mais vous faites sans doute référence à la structure de pouvoir par laquelle les centres économiques contrôlent la périphérie, et une périphérie toujours plus étendue. C'est bien cela? Eh bien, c'est une question vraiment intéressante, ce que j'entends par impérialisme, surtout à une époque où, vous savez, nous parlons ici le jour de la victoire en Europe tel qu'il est célébré aujourd'hui en Grande-Bretagne. Demain, les Russes le célébreront, j'en suis sûre, avec une conception de l'histoire très différente. Et ces deux conceptions de l'histoire se sont éloignées l'une de l'autre. Le terme impérialisme et son usage ou son mésusage est au cœur de cette divergence car on nous dit par exemple que la Russie est impérialiste, que la Chine est impérialiste, on suppose que toute grande puissance est impérialiste. Ce n'est pas le cas. Historiquement, ce que nous avons observé, et c'est un autre aspect de l'économie géopolitique, c'est que
Contrairement à de nombreux autres courants de pensée critique autoproclamés qui aiment se distinguer par leur radicalité en affirmant, vous savez, l'impérialisme dure éternellement et il est terrible et fait des choses terribles, ce que je souligne, c'est que l'impérialisme est en déclin depuis 1914. 1914 en a été l'apogée. Ensuite, il y a eu cette immense crise de 30 ans, comme l'a appelé Arnaud Mayer, de 1914 à 1945, puis la période qui a suivi. Et bien sûr, il est en déclin, pas aussi rapidement que je le souhaiterais ou que vous le souhaiteriez probablement, mais il décline assurément. Il y a eu des interruptions. Les années 1980 et 1990 ont donné l'impression, vous savez, que la puissance des pays impérialistes augmentait de façon assez massive. Mais malgré tout, sur le long terme, cela a diminué. Et j'aborde ce point parce que... Désolée, j'ai perdu le fil de ma pensée. Quel était oui, l'impérialisme. Donc j'en parle parce que, en effet, il y a eu des empires dans le passé. Il y a eu l'empire romain, il y a eu des empires plus proches dans le temps, les empires espagnols et portugais. Mais je pense qu'avec l'avènement du capitalisme, en particulier du capitalisme industriel dans le coin nord-ouest de l'Europe, on a commencé à voir un type d'impérialisme très différent. Et c'est de cet impérialisme dont je parle. C'est un impérialisme qui n'est plus un choix pour les puissances impériales. Il devient un impératif à cause des contradictions du capitalisme. Il faut chercher des marchés. À un moment donné, il faut chercher des débouchés pour le capital. Il faut trouver de la main-d'œuvre bon marché. Il faut trouver des intrants à bas coût. Et toutes ces choses deviennent impératives. Les puissances impérialistes du début du XXe siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, étaient très explicites. Elles disaient « Nous avons besoin de territoires économiques, car sans cela, il était impossible de se développer. » D'ailleurs, depuis les débuts du capitalisme, on a aussi commencé à théoriser tout cela. Il y a quelque temps, j'ai fait une petite présentation sur Kant, son projet de paix perpétuelle, et vous savez, on considère ce texte comme un écrit merveilleusement bienveillant dans lequel il plaide pour la paix perpétuelle. Mais si vous le lisez attentivement, ce qu'il dit en réalité, c'est qu'il ne peut y avoir de paix perpétuelle qu'entre des pays qui acceptent la société civile, qui acceptent la civilisation moderne, et que tout autre pays constitue une telle offense envers les civilisés que ces derniers sont en droit, en somme, de chercher à les anéantir. En somme, c'était une déclaration de guerre ouverte contre tout pays qui affirmait « Non, nous ne souhaitons pas suivre votre voie de société civile, c'est-à-dire capitaliste. Nous voulons organiser notre propre économie à notre manière. » Et bien sûr, c'était un enjeu majeur à cette époque, car il y avait de nombreuses régions du monde où l'expansion occidentale se heurtait à la résistance des populations autochtones qui disaient « Nous n'avons pas besoin de vous ». La Chine en était un excellent exemple. L'empereur chinois a dit aux Occidentaux qui sont arrivés là-bas « Nous n'avons besoin de rien de ce que vous avez ». Vous voyez, donc au départ avec la Chine et l'Inde, mais c'est surtout la Chine qui s'est distinguée le plus longtemps, les puissances occidentales étaient essentiellement en déficit commercial, ce qui signifiait qu'elles subissaient une fuite de métaux précieux vers la Chine, etc. Parce que c'est avec cela qu'elles devaient payer si elles n'avaient rien à échanger. Bref, ce que je veux dire, c'est que ces pays ont dû être forcés de s'ouvrir. La Chine a dû être forcée de s'ouvrir. Toutes les autres parties du monde ont dû être forcées de s'ouvrir. Et donc, vous voyez, c'est ce genre d'impérialisme dont je parle. Je ne parle pas, vous savez, de l'Empire austro-hongrois ou de l'Empire ottoman, dont nous devons comprendre les dynamiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce ne sont pas les mêmes dynamiques. Oui, oui. Donc ce dont vous parlez, je veux dire, beaucoup de gens associeraient ce que vous venez de dire à un comportement néocolonial, n'est-ce pas?
se précipiter dans des pays nominalement souverains, mais ensuite essayer d'imposer de force une certaine structure économique, ce qui les rend dépendants. Et en gros, on obtient des matières premières, bon marché, et de la main-d'œuvre à bas coût là-bas. Mais toute la chaîne de valeur, la partie la plus rentable, se déroule en fait chez soi. Et c'est là que toute la crème est récupérée, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous savez, vous avez absolument raison, bien sûr. Mais permettez-moi de prendre encore un peu de recul pour expliquer comment je propose que nous abordions la question. Vous savez, récemment, certaines façons de voir le monde ont dominé. Par exemple, comment fonctionne l'économie mondiale. Un paradigme a été la mondialisation, c'est-à-dire que les relations de marché s'étendent partout et que le monde devient sans frontières, etc. Les marchés unissent l'économie mondiale de manière fluide. L'autre paradigme a été le Another paradigm has been that of US hegemony. So in that a leading state, namely Ainsi, dans ce contexte, un État dominant, aujourd'hui les États-Unis, autrefois le Royaume-Uni, peut-être, si l'on suit Wallerstein, les Pays-Bas, et avant cela, si l'on suit Arrighi, Jens et les cités-États italiennes, etc. Très bien, on peut construire ces récits. Mais ce qui est au cœur des deux récits, c'est que l'économie mondiale soit unifiée de manière homogène par les marchés ou par un État dominant, elle est unifiée de manière homogène. Les frontières n'ont pas d'importance. Et ce sont là ce que Friedrich List appelait des conceptions cosmopolites de l'économie mondiale, auxquelles il s'opposait bruyamment, car il disait que, vous savez, l'Allemagne ne peut pas s'industrialiser. Et d'ailleurs, il a appris cela d'Alexander Hamilton. Si vous lisez son rapport sur les manufacturiers, tout y est. Donc, parce que Friedrich List a essentiellement élaboré son idée d'une économie nationale. Qu'est-ce que c'est? Son livre s'intitulait « Le système national d'économie politique », qu'il opposait à l'économie politique du libre-échange. Maintenant, on peut revenir sur les malentendus à ce sujet, mais son point de vue était que l'Allemagne ne peut pas accepter la doctrine du libre-échange. Ce qui sert l'Allemagne, c'est la compréhension que la protection des industries naissantes, etc., est la voie vers son développement, comme l'avait compris Alexander Hamilton et ainsi de suite. Friedrich List qualifiait les notions libre-échangistes, le monde sans frontières, vous savez, les idées du monde plat, qui existent encore, de cosmopolites. Et il disait qu'il fallait les rejeter. Et c'est très intéressant. Comme je l'ai dit, l'impérialisme doit ouvrir le reste du monde pour servir ses propres intérêts. Les besoins du reste du monde, vous savez, sont contradictoires. D'un côté, le reste du monde ou les colonies, peu importe comment vous les appelez, doit être assez riche pour acheter ses excédents de marchandises et accepter son excédent de capital. D'un autre côté, il doit être assez pauvre pour fournir une main-d'œuvre bon marché et des intrants à bas coût, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que toutes ces idéologies cosmopolites, le libre-échange, la mondialisation, l'hégémonie américaine, sont toutes des idéologies de l'impérialisme. Elles cherchent à ouvrir le reste de l'économie mondiale. Alors que des idéologies comme celle de List, et attention, je ne cautionne pas entièrement List, il était assez raciste et tout cela, mais cette idée selon laquelle aucun développement ne se produira simplement par l'imposition de règles de libre-échange libéral, etc., qu'en réalité, elles entraîneront une subordination économique, un retard économique. Ce qu'il faut, c'est un gouvernement capable de mettre en œuvre un plan d'industrialisation, comme on l'a vu en Allemagne et aux États-Unis au XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme on le voit en Chine aujourd'hui et chez les industrialisateurs les plus performants aujourd'hui. Ils ont eu une intervention étatique massive, une protection importante, précisément parce que sans cela, il n'y aura pas de développement. Oui, de nombreux pays échoueront. Si vous ne comprenez pas correctement, si vous n'avez pas une bureaucratie adéquate, si vous n'avez pas la capacité politique de mettre en œuvre ce programme,
vous échouerez. Mais sans un tel programme, il n'y aura pas de réussite. Ainsi, bien que l'histoire des pays en développement soit jalonnée d'échecs de ce genre d'entreprise, les seuls qui ont réussi l'ont fait de cette manière. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais on peut casser beaucoup d'œufs avant d'obtenir une omelette. C'est une autre façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, pour revenir à votre point, le néocolonialisme d'aujourd'hui est exactement ce que... Et vous savez, Ha-Joon Chang est un auteur intéressant et il s'inspire aussi de List. Vous savez, List a dit cela parce que l'idéologie du libre-échange était assez dominante au milieu du 19e siècle. Au milieu des années 1840, la Grande-Bretagne avait abrogé les Corn Laws, etc. Donc, List a essentiellement affirmé que cette idéologie du libre-échange était en réalité une forme de retirer l'échelle. L'échelle que la Grande-Bretagne a utilisée pour grimper, qui était aussi une échelle de protection, etc., est celle que tout pays en développement qui réussit doit gravir. Ainsi, la Grande-Bretagne arrive au sommet, puis retire l'échelle pour que les autres pays ne puissent pas grimper. Ou, pour le dire autrement, List disait « Ne faites pas ce que ces pays occidentaux vous demandent de faire, c'est-à-dire pratiquer le libre-échange et les marchés libres. Faites ce qu'ils ont réellement fait, c'est-à-dire s'industrialiser derrière des murs protectionnistes avec beaucoup d'interventions de l'État, etc. » C'est une très bonne notion, et une notion très utile, parce que, vous savez, ce qui me fascine aussi, c'est qu'à travers l'histoire, on peut observer les choses qui, à l'époque, étaient universellement acceptées. De tels dogmes peuvent être fascinants, parce que seulement 400 ou 500 ans plus tard, ce qui en réalité n'est pas si long, ils paraissent ridicules, comme des absurdités. Si l'on pense à l'Europe médiévale, aux croyances absurdes qu'ils avaient, ils brûlaient littéralement des gens sur le bûcher pour avoir cru à la sorcellerie et à ce genre de choses. Mais c'était une évidence, n'est-ce pas? Et le paradis et l'enfer, ces choses-là, étaient des évidences. Si vous les remettiez en question, vous étiez un fou. Et si l'on regarde aujourd'hui, de nombreuses choses sont acceptées comme allant de soi. Par exemple, l'économie. Comme vous l'avez justement souligné, l'économie et la politique sont perçues comme des entités séparées. Mais il y a aussi d'autres idées, comme celle selon laquelle la dette doit être remboursée, et que la dette publique doit être remboursée. Beaucoup de gens, y compris ceux présents sur YouTube, qui sont très critiques envers ce qui se passe aux États-Unis, croient en même temps fermement à la valeur intrinsèque de l'or, ce que je trouve intéressant en soi. Et puis il y en a d'autres, comme la MMT, bien sûr, qui s'opposent à cette idée. Mais je dirais que les marxistes doivent aussi avoir une compréhension très nuancée du rôle de la monnaie. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de gens, et c'est une critique adressée au monde académique, le monde académique a réussi d'une certaine manière à séparer l'économie du reste des sciences sociales, dans le sens où elle n'est plus considérée comme une science du comportement. On la considère presque comme la physique, n'est-ce pas? Comme une science naturelle. Et cette tendance de la théorie économique néoclassique à se présenter avec des données, la recherche de l'analytique, des ensembles de données volumineux et de l'analyse quantitative. Je veux dire, tout cela est très bien, et il peut en sortir de bonnes analyses. Mais au bout du compte, il s'agit d'une science du comportement qui essaie de comprendre comment fonctionne un système social. Que pensez-vous de ces dogmes? Voilà le... Par Dieu, vous avez soulevé d'énormes questions. Vous parliez d'or tout à l'heure, et on pourrait avoir toute une conversation là-dessus. Disons le dogme économique, ou les dogmes des gens. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais laissez-moi aborder toute cette question des sciences sociales et de l'individualisme méthodologique des sciences sociales. C'est donc un autre sujet. La critique précédente que j'ai formulée à l'égard des sciences sociales était, vous savez, assez générale.
Mais un autre point vraiment essentiel est précisément que la plupart des sciences sociales ont tendance à considérer la société comme une sorte d'agrégat, que l'action sociale est un agrégat d'actions individuelles. Donc vous savez, si vous avez 100 personnes dans une société, alors l'agrégat de leurs actions constitue l'action sociale. Mais vous savez, penser historiquement implique aussi de comprendre que les êtres humains n'agissent pas uniquement en tant qu'individus. Nous agissons toujours en tant que membres de groupes sociaux, que nous en soyons conscients ou non, car nous naissons avant tout au sein de groupes sociaux. Nous ne survivons que parce que nous faisons partie de groupes sociaux. L'économie politique l'a compris. En économie politique, même chez Smith ou Ricardo, ce ne sont pas des individus qui agissent, mais des classes. Et bien sûr, des nations et des communautés agissent également, etc. Je dirais que l'individualisme méthodologique que l'on observe n'est pas acceptable. Il y a toute une question de structure et d'agence. Bien sûr, cela ne signifie pas que les individus n'ont aucune liberté, que les êtres humains ne peuvent pas agir pour changer l'histoire, même si toute politique est une action collective. Ce ne sont pas des actions individuelles. Les individus ne changent pas le monde. Donc l'idée, c'est que, vous savez, Marx dit que les collectivités humaines peuvent changer le monde. Elles ont une certaine marge de manœuvre pour changer le monde, mais il existe toujours une contrainte donnée par l'histoire. Vous connaissez cette expression célèbre, elle est mentionnée en allemand, selon laquelle les êtres humains font leur propre histoire, mais ils ne la font pas toujours dans des circonstances qu'ils ont choisies. Ils doivent donc toujours agir sur un terrain historique donné, au sein duquel il existe des choix, mais ces choix sont limités par ce terrain. Et bien sûr, vous maximiserez vos choix si vous comprenez mieux les contraintes que vous avez héritées du passé et si vous agissez intelligemment de manière à utiliser ces contraintes comme des forces plutôt que de vous heurter à elles et d'en être vaincu. C'est pourquoi il est si important de penser de manière historique, et vous avez tout à fait raison. Les idéologies proviennent de nombreuses sources différentes. Vous savez, l'idée que l'économie est séparée, que tout ne concerne que les individus, non, il ne s'agit pas seulement des individus. Bien sûr, les individus comptent. Quelle sorte de société serions-nous si les individus n'avaient pas d'importance? Mais au final, il s'agit des sociétés. Les individus ne prospèrent que dans la société. Donc la question est, comment allons-nous créer une société dans laquelle les individus pourront s'épanouir? Ce sont ces questions-là, mais on ne nous permet pas de les poser. Tout est, vous savez, réduit à cette conception très simpliste des libertés individuelles. Simplistic conception of individual freedom. Si l'ensemble de la société n'est vraiment que la somme de ses parties, ce genre d'approche ne laisse pas non plus de place aux propriétés émergentes. Et il me semble, plus j'étudie le monde international, plus il est important de comprendre ces nations, par exemple, non pas simplement comme de grandes versions de Donald Trump ou de Xi Jinping, mais comme des entités qui fonctionnent par elles-mêmes. Non pas parce qu'elles ont une volonté propre, mais parce que leur comportement émerge de la façon dont les entités individuelles interagissent entre elles. Et cela peut être très différent de ce que chacun d'eux souhaite individuellement. Comment votre approche prend-elle en compte la complexité? Je n'utiliserai pas vraiment le mot « bête » pour décrire des nations ou des forces sociales en interaction, je dirais. Cela lui donne presque une connotation pratiquement freudienne, ce qui est intéressant en soi, car j'allais justement évoquer Freud d'une autre manière. Donc tout d'abord, revenons à votre point. La société est la somme de ses parties. La société, bien sûr, est la somme de ses parties. Mais la question est, ces parties sont-elles des individus ou des groupes sociaux? S'agit-il de classes, de groupes, de communautés religieuses, etc., qui sont réelles de différentes manières? Voilà donc la première chose.
Deuxièmement, parce que s'ils n'étaient que des individus, alors, comme vous le dites, les propriétés émergentes ne viendraient que de l'inconscient, car sinon votre action consciente serait expliquée par les sciences sociales. Donc vous entreprendriez alors une sorte de psychanalyse. Mais je pense que la psychanalyse est intéressante à sa manière. La façon dont je la vois, tout d'abord, c'est que je pense que toutes les sociétés et tous les êtres humains méritent le respect. Je veux dire, même si, par exemple, aujourd'hui, le monde entier trouve le leadership de Trump, le monde entier est mal à l'aise avec le fait que les Américains aient élu Trump pour la deuxième fois, etc. En même temps, il devrait nous être possible de comprendre que d'une certaine manière, le désir des Américains, ou du moins de la majorité de ceux qui ont voté aux États-Unis, de rejeter le type de mondialisme promu par l'administration Biden est sain. Je veux dire, cela a causé beaucoup de dégâts. Dans mon livre, Géopolitique de l'économie, j'insiste notamment sur le fait que la tentative des États-Unis de devenir l'hégémon mondial, cela n'est resté qu'une tentative. Cela n'a jamais vraiment abouti, mais cette tentative a coûté très cher à l'économie américaine. Elle a été responsable de sa désindustrialisation, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il existe un désir sain de quelque chose de meilleur. La classe ouvrière américaine ne va pas bien du tout, donc il y a un désir légitime de faire mieux, et l'élection de Trump n'est que le résultat du fait que, depuis de nombreuses décennies, 4 ou 5 décennies et plus, dans le discours occidental, la gauche a été si violemment attaquée, si complètement éradiquée, que ce qui aurait dû être l'occasion pour une force de gauche cohérente de prendre le pouvoir, de dire au peuple américain « Cette tentative d'être le chef impérialiste du monde a échoué. Cela nous a coûté cher. » Il est temps que nous nous installions en tant que puissance prospère, mais pas comme puissance dominante, en aucun cas une puissance hégémonique, et que nous entretenions des relations de coopération avec les autres sociétés du monde plutôt que des relations de domination et de subordination. Une telle force n'a pas été autorisée à émerger. Je veux dire Jill Stein que j'ai essayé d'aider, mais ils étaient tellement empêtrés dans l'obtention de l'accès au bulletin de vote qu'ils n'avaient pas le temps de discuter de politique, comme moi, Michael Hudson et d'autres, étions prêts à le faire. Nous discutions de temps en temps, mais c'était, vous savez, limité. Mais le fait est que de telles forces sont tout simplement étouffées. Vous savez, dès que les démocrates ont découvert que Jill Stein allait représenter une menace ou pourrait en être une dans différents endroits, ils ont tout fait, y compris l'impossible, pour l'empêcher d'obtenir l'accès au scrutin. Ainsi, dans un grand État comme New York, par exemple, elle était sur le bulletin, mais il fallait écrire son nom à la main. C'était ridicule. Voilà le niveau d'obstruction auquel on a eu droit, et des types d'obstruction similaires sont mis en place ailleurs dans le monde, vous savez, contre une gauche cohérente. Donc je dirais que cela va coûter cher au monde. Cela va rendre la transition vers un monde plus juste, un monde meilleur, peu importe comment on l'appelle, beaucoup plus difficile. Mais c'est quelque chose qui devra arriver, car sans cela, l'humanité n'a pas beaucoup de chance. Non. Et je veux dire, nous voyons en ce moment comment l'une des plus grandes menaces pour notre bien-être physique, le fait de ne pas être englouti par la guerre, provient des États-Unis, avec toutes les armes qu'ils possèdent, avec un complexe militaro-industriel qui, pour des raisons économiques, a tout intérêt à utiliser ces instruments de guerre et à les déployer à l'étranger, n'est-ce pas? Et comment cette société, qui est nominalement la plus riche de la planète, compte aussi en son sein une vaste population d'ultra-pauvres. Et Jimmy Dore ne se lasse jamais de nous rappeler qu'il y a des sans-abri qui dorment sous chaque pont aux États-Unis et qu'on ne répare même plus les ponts. Et bien sûr, le démantèlement de la capacité industrielle des États-Unis
Ce que je pense, et je suis d'accord avec toi, Donald Trump a justement identifié comme un problème pour les États-Unis, est aussi en grande partie causé par le processus de financiarisation, etc. Et comment cela se transforme ensuite en violence de masse? Je pense que c'est un énorme problème auquel nous devrions nous attaquer. Et je suis presque sûr que tu as des réflexions à ce sujet, sur la façon dont ce processus mène à la violence, n'est-ce pas, à partir de l'impérialisme. Eh bien, d'accord. Tout d'abord, permettez-moi de dire que, vous savez, oui, les États-Unis aujourd'hui sont essentiellement, comme vous le dites, en termes de production industrielle, une puissance en déclin. Il y a 3 ou 4 types d'industries ou 3 ou 4 types d'activités économiques qui sont particulièrement prédominants. L'un d'eux est le complexe militaro-industriel. Le deuxième est le secteur FIRE, c'est-à-dire la finance, l'assurance et l'immobilier, qui d'ailleurs est aussi comptabilisé de manière très différente dans le PIB américain. Ainsi, l'ampleur même du secteur FIRE aux États-Unis tend également à exagérer le PIB américain. Cela gonfle le PIB américain au-delà de ce qu'il devrait être. Nous avons donc une situation où, par conséquent, vous dites que c'est le pays le plus riche du monde. Mais en réalité, si vous recalculiez cela, je suis sûr que vous auriez une conception bien plus sobre des richesses des États-Unis, pour ainsi dire. Quoi qu'il en soit, il y a le complexe militaro-industriel, il y a le secteur FIRE, il y a le secteur pharmaceutique qui repose sur les droits de propriété intellectuelle, et ainsi de suite. Et il y a le secteur des technologies de l'information. Ce sont donc les 4 secteurs et ils nécessitent tous que les États-Unis imposent leur volonté au reste du monde, que ce soit en les poussant à acheter des armes, en levant les contrôles de capitaux ou en maintenant la liberté des flux de capitaux, en acceptant les droits de propriété intellectuelle et ainsi de suite. C'est en partie, bien sûr, ce qui fait des États-Unis une puissance impérialiste. Mais si l'on regarde aussi l'histoire plus longue des États-Unis, des historiens critiques ont souligné que, tant dans le cas de la Première Guerre mondiale que de la Seconde, les États-Unis n'ont pas rejoint la guerre parce que le Lusitania avait été coulé, ou que Pearl Harbor avait été attaqué, ou pour d'autres raisons de ce genre. Ils sont entrés en guerre précisément au moment où, dans les 2 cas, la Première et la Seconde Guerre mondiale, la guerre a en réalité permis aux États-Unis de sortir d'une dépression. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait de la Grande Dépression. Parce que soudainement, les pays européens ont commencé à commander de plus en plus de choses aux États-Unis, car il faut beaucoup de choses, pas seulement des armes, mais aussi de la nourriture, des munitions et bien d'autres choses pour faire la guerre. Ainsi, l'économie américaine a été sortie de la récession grâce à l'Europe qui est entrée en guerre à 2 reprises. Et les États-Unis n'ont déclaré la guerre qu'à un moment où ne pas la déclarer aurait mis en danger ce flux de marchandises, ce grand boom économique qui se produisait parce que les Européens avaient épuisé leur capacité à emprunter auprès du secteur privé. Les États-Unis ont alors pu fournir de l'argent, garantir des crédits et accorder des crédits d'autres manières. Ainsi, ce flux de crédit a continué et ainsi de suite. Et bien sûr, nous savons qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'ils se sont réunis à Versailles, les Britanniques en particulier ont rappelé aux Américains, écoutez, vous devriez annuler nos dettes de guerre. Nous avons annulé les dettes de guerre de l'Autriche qu'elle avait contractées pendant les guerres napoléoniennes parce que c'était une cause commune. Qu'est-ce qu'un peu d'argent entre alliés? Et les États-Unis ont répondu, mais nous n'avons pas rejoint la guerre en tant qu'alliés. Nous l'avons rejointe en tant qu'associés, et vous nous devez toujours cet argent. Et vous connaissez toute l'histoire de ce qui s'est passé par la suite.
Vous savez, Keynes, si vous lisez les conséquences économiques de la paix de Keynes, encore une fois attentivement, parce que Keynes était trop diplomate pour le dire ainsi, mais il appelait en substance à un grand feu de ces obligations mutuelles qui maintenaient les pays à terre. Vous savez, les Britanniques et les Français devaient de l'argent aux Américains. Et donc, puisque les Américains refusaient de leur pardonner leurs dettes, ils disaient « Eh bien, nous devons obtenir des réparations de l'Allemagne ». Et pendant longtemps, tout ce manège a été créé parce que l'Allemagne, bien sûr, ne pouvait payer les autres que lorsque les Américains lui prêtaient de l'argent. Il y avait donc tout un manège financier pendant la période de guerre. Et même alors, tout le système s'est effondré. Il y a eu le plan Young, le plan Dawes, et ainsi de suite pour le relancer. Quoi qu'il en soit, le point important est que c'est Versailles. On l'appelle souvent le règlement de Versailles. Le règlement de Versailles n'a réglé que très peu de choses, ce qui a ensuite fait que la Seconde Guerre mondiale était intimement liée à la Première Guerre mondiale. Et encore une fois, à cause de... Et vous savez, les États-Unis ont aussi insisté pour être payés, parce qu'il y a un autre aspect de l'histoire que les gens ne comprennent pas. Vous savez, les théories de l'hégémonie américaine ne sortent pas de nulle part. Mais elles ne viennent pas non plus simplement de la science sociale ordinaire, c'est-à-dire de gens qui regardent le monde et disent « Ah, nous avons l'hégémonie américaine ». Non, elles proviennent d'un désir que les élites dirigeantes américaines ont commencé à nourrir au début du XXe siècle, lorsqu'elles ont constaté le déclin de la puissance britannique. Elles se voyaient essentiellement reprendre le flambeau en reproduisant ou en imitant le type de domination que la Grande-Bretagne avait connu au XIXe et au début du XXe siècle, et que ce seraient les États-Unis et non le Royaume-Uni qui occuperaient ce rôle. Ainsi, cette idée de prendre la relève du Royaume-Uni était déjà présente, et les États-Unis se sont réjouis de se retrouver, à la fin de la Première Guerre mondiale, créanciers du monde, alors qu'auparavant, ils figuraient parmi les plus grands débiteurs mondiaux. Ils ont donc dit non, nous devons préserver cette position. Nous devons insister sur le fait que, vous savez, nous sommes des créanciers, on nous doit cet argent, et ce n'est qu'en insistant sur ce point que nous resterons le créancier du monde, etc. Bref, c'est une longue histoire, mais je vous donne juste une idée. Donc l'intervention des États-Unis, et si vous regardez le fait que, à 2 reprises, les guerres mondiales ont sorti les États-Unis d'une récession ou d'une dépression, et aussi, dans les 2 cas, l'économie américaine a prospéré en temps de guerre. Les États-Unis ont donc eu tous les avantages de la guerre, une économie florissante, etc., sans l'inconvénient d'être attaqués sur leur propre sol. C'est un fait important dont il faut se souvenir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens pensent que les États-Unis étaient destinés à devenir la puissance dominante, représentant la moitié de la production mondiale. Réfléchissez-y. Une seule économie produisant autant que tout le reste du monde réuni. Cela ne s'est pas produit parce que les États-Unis possédaient un dynamisme productif exceptionnel, ou simplement parce qu'ils étaient une économie de la taille d'un continent bénéficiant d'une protection naturelle. Non. Cela s'est produit parce que, lors de 2 guerres, le reste du monde a perdu sa capacité de production et les États-Unis l'ont gagnée. C'est là l'essentiel. Et c'est pourquoi il est important de penser historiquement aussi. Il faut regarder ce qui s'est réellement passé. C'est très intéressant pour moi, car ça touche de très près à mon domaine, cette question de la neutralité. Parce que vous savez, aux États-Unis, avant la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ces 2 écoles. Les personnes qui ne voulaient pas entrer en guerre étaient les neutralistes. Aujourd'hui, on appelle ces personnes, de façon irrespectueuse, des isolationnistes. Les États-Unis n'ont jamais été isolationnistes.
Jamais. Ces personnes se qualifiaient de neutralistes parce qu'elles disaient que nous ne devrions pas nous impliquer. Et elles avançaient aussi l'argument économique et capitaliste, selon lequel nous avons plus à gagner à commercer avec les deux camps qu'à nous engager aux côtés de l'un ou de l'autre. Mais les deux fois, c'est l'autre groupe qui l'a emporté. Et on peut voir comment les deux administrations, Wilson et Roosevelt, ont commencé différemment de la façon dont elles ont terminé. Et il y a eu un changement, mais le changement s'est fait en s'éloignant de la neutralité pour aller vers « maintenant, lançons-nous dans la mêlée ». Et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, cela est devenu très clair, notamment avec le moment de la Charte de l'Atlantique, etc., qui a eu lieu juste avant qu'il ne commence réellement. La plus grande question pour moi reste de savoir comment ils ont réussi à s'assurer qu'il était clair pour les États-Unis, à la fin du mois de novembre, qu'une attaque japonaise était imminente. C'était évident. La question était, où cela allait-il se produire? Et ils ont été surpris que ce soit Pearl Harbor et non les Philippines. Mais cette dynamique était possible, et c'est cela qui a réussi à faire basculer la psychologie de la population. Et encore aujourd'hui, Pearl Harbor reste un événement important à étudier, n'est-ce pas? Oh, si vous essayez de ne pas vous impliquer, vous finissez ou dépassez. Qu'en pensez-vous? What do you make out of that? Sure. So first of all, let me say that I do Bien. believe that there has Tout d'abord, permettez-moi de dire que je crois vraiment qu'il y a eu, et comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu les nations comme des bêtes. Je pense que les gens ordinaires de tous les pays sont généralement raisonnables, pacifiques, etc. Et je dirais que l'immense majorité des Américains ordinaires n'a jamais voulu s'impliquer dans des guerres lointaines. Je veux dire, vous savez, beaucoup d'entre eux, la plupart de ces gens, sont venus pour laisser derrière eux les problèmes de l'Europe, et ainsi de suite. Et on le voit encore aujourd'hui. Je veux dire, Trump a remporté 2 élections en partie en disant « plus de nouvelles guerres », parce que c'est ce que, vous savez, les Américains ne veulent pas, avoir des guerres. La guerre du Vietnam a également été très traumatisante pour eux. Et il existe encore aujourd'hui des associations d'anciens combattants actifs qui ont révélé, vous savez, toutes sortes de choses horribles qui sont produites pendant cette guerre. Donc je pense que les gens ordinaires, même les soldats ordinaires, ne veulent pas se battre. Et les États-Unis n'ont absolument aucune raison d'être une puissance militariste. Imaginez, qui sont ses voisins? Ses voisins sont le Canada et le Mexique. Vont-ils attaquer les États-Unis? Quelle idée absurde. Donc, les États-Unis eux-mêmes ne font face à absolument aucune menace. Cela a créé la plus grande armée du monde et plus de 800 bases militaires à travers le globe. Mais cela s'est produit par un processus d'exagération des menaces, qui a essentiellement été l'œuvre de personnes qualifiant les citoyens ordinaires des États-Unis d'isolationnistes et affirmant qu'il fallait les convaincre de, vous savez, faire partie du monde. Et à qui cela profite-t-il? Cela sert les intérêts des grandes entreprises américaines qui veulent ouvrir le reste du monde à leurs propres affaires. Au départ, bien sûr, il s'agissait de l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe, etc. Mais cela s'est vite transformé en politique de la porte ouverte. Nous voulons accéder au marché du monde entier, et ainsi de suite. Pour moi, Wilson comme Roosevelt étaient essentiellement, peu importe à quel point on les considère bienveillants, et Roosevelt l'était à sa manière, du moins un peu, en ce qui concerne les relations intérieures des États-Unis, mais fondamentalement, il voulait accroître l'engagement des États-Unis avec le reste du monde, même si cela signifiait, et en fait surtout si cela signifiait participer à ces guerres. Et souvenez-vous, les États-Unis, encore une fois, nous regardons le jour de la victoire en Europe. Demain, ce sera l'équivalent en Russie, le jour de la victoire. Et aujourd'hui, on constate que tout le discours occidental tend à minimiser la contribution cruciale que la Russie a apportée à la victoire en Europe. Vous savez, la perte de 27-30 millions de vies.
27-30 million lives. Et vous savez, ce n'est absolument pas plus que le reste des alliés réunis, loin de là. Vous savez, ni les Britanniques ni les Américains, très peu de vies américaines ont été perdues en comparaison. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais voilà ce que je veux dire. Les guerres ont été très bénéfiques pour les États-Unis, surtout quand ce sont d'autres qui les mènent. Et c'est pour cela que les États-Unis aiment les guerres par procuration. Je veux dire, réfléchissez-y. Les États-Unis menaient une puissante guerre par procuration, en gros entre la Première et la Seconde Guerre mondiale aussi, avec relativement peu de soldats américains sur le terrain. Tous les autres se battaient et eux en profitaient en fournissant, en obtenant des contrats pour leur économie. Donc, Vous me donnez matière à réflexion. J'ai également eu cette discussion avec le professeur David Gibbs, qui a souligné que les États-Unis avaient vraiment appris à mener, en quelque sorte, la forme ultime de guerre par procuration en Afghanistan, et que le manuel utilisé dans les années 80 là-bas est le même qu'en Ukraine aujourd'hui. Et à présent, j'en suis venu à la conclusion que je ne veux même plus parler de guerre par procuration, car ce concept fait référence à deux puissances utilisant des intermédiaires pour s'affronter. Ce que nous voyons actuellement, je l'appellerais plutôt une guerre d'implémentation, où l'on a un partenaire d'implémentation à l'étranger qui fait le sale boulot, n'est-ce pas? parce que c'est une guerre par procuration uniquement d'un côté. C'est bien ce que vous voulez dire. Oui, je veux dire, non. Oui, c'est une guerre par procuration d'un seul côté. Et oui, parce que l'autre côté est directement impliqué. Et ce qui est fascinant, c'est que surtout dans le discours américain, ces deux mots sont très importants, n'est-ce pas? Le sang et le trésor. Et le sang est versé par d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le trésor revient directement vers vous, n'est-ce pas? Parce que vous fournissez les armes, mais l'argent revient. Et maintenant, il y a cet accord sur les minerais, ce qui signifie que l'Ukraine promet aussi de rembourser sa dette aux États-Unis. Je veux dire, c'est ahurissant par l'audace de l'exploitation. Des travailleurs étrangers qui vont ensuite se battre et saigner pour d'autres intérêts étrangers. C'est absolument horrible. Je veux dire, écoutez, je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse compter sur Trump pour dire quoi que ce soit de cohérent. Mais vous savez, ce qu'il dit à ce sujet, c'est que le reste du monde a été très méchant avec nous, et donc nous ne faisons que reprendre ce qui nous revient de droit, ce qui est tout simplement stupéfiant. Et vous savez, même dans le cas de l'Ukraine, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Je pense que quelqu'un devrait rédiger une véritable étude sur ce que l'Ukraine doit réellement aux États-Unis, car beaucoup des armes fournies à l'Ukraine le sont dans le cadre d'une version réactualisée de l'ancien accord de pré-bail. Je me souviens même d'une députée interviewée qui a déclaré « Nous tenons simplement une ardoise pour l'Ukraine ». Ainsi, l'Ukraine devra finalement rembourser toutes les armes que les États-Unis ont fournies. Il serait intéressant de voir quelle part est une subvention, quelle part est un prêt, etc., à ce pays que l'Occident, de manière générale, a essentiellement utilisé. Et vous savez, quoi qu'il reste de l'Ukraine à la fin, ce sera une version tristement diminuée de ce qu'était l'Ukraine, même en février 2022, lorsque l'opération militaire spéciale russe a été lancée. Donc le fait est que ce sera un pays bien amoindri. Et la diminution de l'Ukraine aura été l'œuvre de tous ceux qui ont utilisé l'Ukraine comme un proxy. Pouvons-nous aborder un tout dernier sujet, le rôle des monnaies? Parce que vous savez, si l'Ukraine disait demain, bien sûr, je vais vous rembourser, et prenait le montant en dollars américains qu'elle doit, le convertissait dans sa propre monnaie. C'est quoi sa monnaie déjà? Le convertissait en hryvnia, puis disait,
D'accord, je vais vous faire un chèque de disons 500 milliards ou 250 000 milliards de hryvnias. Les États-Unis n'accepteraient pas, n'est-ce pas? Mais cela résoudrait immédiatement le problème. Maintenant, cette question d'être endetté en devises étrangères, comment votre analyse prend-elle cela en compte comme instrument de pouvoir? Eh bien, je pense que le paiement en hryvnia en soi ne signifierait rien tant que la hryvnia pourrait être convertie en dollars plus ou moins immédiatement, vous voyez? Ce sont donc les flux de capitaux libres qui comptent. C'est-à-dire que si la hryvnia est librement convertible en dollars, alors il n'importe pas que vous soyez payé en hryvnia. Mais les États-Unis n'accepteraient pas cela, n'est-ce pas? Ils ne voudraient pas d'un compte bancaire libellé en hryvnia quelque part. Il est probable qu'ils ne l'accepteraient pas, parce que vous savez, ils diraient « vous nous devez en dollars ». Mais en réalité, s'ils devaient l'accepter, cela ne lui porterait pas particulièrement préjudice, car ce serait au taux en vigueur. Il le convertirait immédiatement s'il n'y avait aucune restriction sur la conversion de la devise. Je voulais simplement le souligner. Donc, lorsque nous parlons de la devise utilisée, cela n'a pas d'importance, à condition que la devise soit librement convertible. Mais si la devise n'est pas librement convertible, alors cela a de l'importance. Je pense à des pays comme l'Argentine, qui ont connu plusieurs défauts de paiement parce qu'ils étaient endettés en dollars américains. Ils ont des flux de capitaux libres. Mais le Japon, d'accord, il y a autre chose que tu fais, c'est que tu compares un paiement unique à une relation d'endettement. Donc le Japon est un exemple intéressant. Le gouvernement japonais est l'un des plus endettés au monde. Mais la majeure partie de sa dette est libellée en yens japonais et détenue par des Japonais, l'immense majorité. Ce qui fait que les détenteurs étrangers de la dette japonaise n'ont pas beaucoup d'influence sur la politique étrangère du Japon. Mais récemment, de nombreux pays dans le monde ont été persuadés qu'ils aient ou non des flux de capitaux libres, d'émettre de la dette en dollars ou en euros, etc. Et c'est un problème parce que, par exemple, si vous êtes le Sri Lanka, si vous devez rembourser votre dette en dollars, par exemple, et bien sûr, les taux d'intérêt peuvent augmenter aux États-Unis, comme cela a été le cas récemment, et cela va accroître le fardeau de la dette, tout comme ils ont augmenté au début des années 1980 lors du choc Volcker. Ainsi, votre paiement de la dette augmente. De plus, vous pouvez également subir une dévaluation de votre propre monnaie. Ce que cela signifie, et tout au long des années 1980 et 1990, c'est ce qui est arrivé à de nombreux pays, c'est qu'ils devaient de l'argent en dollars, alors que la valeur du dollar était à un niveau record et que leur propre monnaie était relativement dévaluée. Ils ont été soumis à des programmes d'ajustement structurel qui ne leur permettaient pas de suivre le modèle d'industrialisation listien. Le gouvernement va se limiter à un minimum absolu. Ils se sont donc retrouvés réduits à exporter ce qu'ils pouvaient tous produire facilement. Il s'agissait essentiellement, vous savez, de matières premières, coton, café, soie, etc., et peut-être de quelques produits manufacturés bon marché. Ainsi, les pays du tiers-monde se sont retrouvés dans la position de devoir courir de plus en plus vite pour rester au même endroit, et souvent même perdre du terrain. Parce que ils devaient gagner des dollars pour pouvoir les rembourser, mais gagner ces dollars coûtait plus cher. Il fallait bien plus de café ou de coton qu'auparavant. Mais tout ce café et ce coton devaient être produits avec le même individu, le même effort humain, le même effort social. Devoir de l'argent en devises étrangères est donc, et cela se produit de manière très intéressante, vous savez, et encore une fois, nous pourrons en reparler une autre fois, De la façon dont fonctionne le système financier américain.
in which the US financial system works, but basically what happens is over the last Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'au cours des dernières décennies, comme vous le savez, les États-Unis ont suivi, jusqu'à très récemment, une politique de l'argent facile. Or, l'argent facile signifie que vous ne recevez pas grand-chose en termes d'intérêt. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont bas. Donc, vous ne pouvez pas simplement placer votre argent sur un compte bancaire et espérer qu'il rapporte des intérêts. Vous cherchez donc des moyens de plus en plus risqués d'obtenir un rendement sur votre argent. Vous pouvez spéculer sur les marchés, faire des investissements risqués, et parmi ces investissements risqués, il y a le fait de prêter à des pays du tiers-monde de plus en plus risqués, ce que vous ne feriez normalement pas. Ainsi, l'ère de l'argent facile a ouvert la voie aux prêts privés aux pays du tiers-monde, Tout comme avait été le cas dans les 1970 d'ailleurs. Money. Ainsi, les pays du tiers-monde empruntaient essentiellement au départ en pensant « Oh, regardez, le taux d'intérêt est pratiquement négatif. Empruntons. » Vous savez, et vous empruntez cet argent. Mais soudainement, les taux d'intérêt augmentent, comme cela a été le cas avec le choc Volcker, et plus récemment avec les hausses de taux décidées par Powell. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans une situation très difficile. Et c'est là toute la difficulté. Les pays doivent souvent emprunter en devises étrangères parce que, quoi que l'on dise sur la parité de pouvoir d'achat, si vous voulez acheter certains biens, vous ne pouvez pas les acheter avec votre propre monnaie. Vous ne pouvez pas les acheter avec des dollars en parité de pouvoir d'achat. Il faut les acheter avec des dollars américains, des euros ou autres. Donc, il faut gagner une certaine quantité de devises étrangères. Mais c'est aussi la raison pour laquelle plus un pays peut atteindre l'autosuffisance, mieux c'est. Donc d'accord, il se peut que vous deviez acheter certaines machines spécialisées pour créer une industrie, mais il faut au moins disposer des contrôles de capitaux nécessaires afin que les riches de votre pays ne gaspillent pas de précieuses devises étrangères en achetant des voitures étrangères, des biens étrangers, d'autres produits de luxe, etc. Et c'est là tout l'objectif de ce type de restrictions sur la monnaie étrangère. Mais bien sûr, les États-Unis ne veulent pas les voir. Et depuis les années 1990 en particulier, les États-Unis mènent une campagne pour pousser les pays à lever les contrôles de capitaux. On constate beaucoup de dégâts causés par cela. Et sinon, si ce n'est pas pour les lever complètement, au moins pour les assouplir. Mais nous assistons à un changement à ce sujet, et il se produit actuellement sous nos yeux, modifiant également la façon dont les pays envisagent l'économie. J'espère que ce sera le sujet d'un autre épisode avec vous. J'aimerais vraiment en discuter. Nous avons déjà dépassé la barre de l'heure, professeur Radhika Desai. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Et pour les personnes qui souhaiteraient lire davantage de vos travaux, où devraient-elles se rendre? Quel est le meilleur endroit pour vous trouver? Oh, c'est une bonne question. Ils devraient aller sur radhikadesai.com, qui est mon site web. Nous sommes encore en train de l'alimenter, mais il est presque terminé, donc vous y trouverez pratiquement tous mes écrits. Et pour ceux d'entre vous qui font partie du monde universitaire, ma page academia.edu est également bien fournie, donc vous pouvez la consulter là-bas. Et si vous le souhaitez, je peux vous donner quelques courts articles à mettre dans la description YouTube si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Envoyez-moi les liens, je les mettrai dans la description et tout le monde pourra les y trouver. Professeur Radhika Desai, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Grand plaisir. Merci Pascal.